Les Pokémon électriques m'ont sauvé pendant la guerre. C'est une vraie réplique dite avec désinvolture par le champion d'arène Major Bob, le gars le plus costaud, le plus baraqué et le plus badass de toute la région de Kanto, juste avant de se faire battre par un gamin de 10 ans. Et ce gamin de 10 ans n'en a strictement rien à faire du stress post-traumatique de ce type. Mais juste le badge foudre dans le sac, mon pote. Mais plus tard, tu commences à te demander, qu'est-ce que ce type au regard vide, représenté en 9 pixels, a vraiment vécu? Quelle guerre? Qui se battait? Franchement, pour tout ce qu'on en sait, le père de Sacha est peut-être mort sur un champ de bataille quelque part, et puis Monsieur Mime est arrivé ensuite pour tenir compagnie à sa mère. Monsieur Mime, je suis désolée Sacha, mais Monsieur Mime n'écoute que moi. Triste. Et plus important encore, si toute la région de Kanto a été mobilisée, quels Pokémon ont été envoyés en première ligne? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Nous allons construire toute la machine de guerre Pokémon de Kanto depuis le début, parce que Major Bob a besoin de vous. Voici la draft de guerre des Pokémon de Kanto. Voici le principe. Il y a eu une guerre dans et autour de Kanto où les humains et les Pokémon ont combattu côte à côte. La guerre que le Major Bob a survécu. Et quand une guerre de ce genre éclate, tout le monde contribue. Chaque ville reçoit l'appel. Chacune doit envoyer des Pokémon au combat. On passe de ville en ville et chacune remet sa contribution à la guerre. Les Pokémon qu'elle envoie sur le front. À la fin, nous aurons la liste complète des combattants de Kanto. Voici donc les règles de base de la draft de Kanto. Règle numéro 1. Uniquement le Pokédex original de Kanto. Les 151 premiers pas d'importation. Règle numéro 2. Chaque choix doit être local ou thématique par rapport à la ville. Une ville ne peut recruter un Pokémon que s'il vit réellement à proximité. C'est-à-dire si on peut vraiment le trouver sur les routes autour de cette ville, ou si son histoire colle tellement à celle de la ville qu'il serait insensé de ne pas le choisir. Règle numéro 3. Chaque ville doit fournir 3 Pokémon. Et je parle bien de 3 espèces, pas de 3 petits individus. Si une ville choisit des Nosferaptis, ce n'est pas un seul Nosferaptis, cela pourrait être des centaines de Nosferaptis. Donc la rareté compte. Les Pokémon communs partent par centaines, mais les rares et puissants arrivent en bien plus petit nombre parce qu'il n'y en a tout simplement pas beaucoup. Règle numéro 4. Pas de légendaires. Mewtwo et les oiseaux légendaires sont des forces de la nature uniques en leur genre, et vous ne pouvez pas les choisir. D'accord? Donc on commence avec Bourg-Palette. Et j'ai tout de suite un problème parce que c'est la plus petite ville de toute la région. Donc mon premier instinct est simple. Bourg-Palette envoie qu'Excel les starters. Bulbizarre, Salamèche et Carapuce. C'est assez simple, mais non. Je ne pense pas que ces Pokémon soient censés être natifs de Bourg-Palette. Il semble qu'ils aient été importés par ce bon professeur pour être distribués comme starter officiel. Et il est clair qu'il n'y en a pas beaucoup, car Sacha s'est endormi et a fini par les rater. J'avais aussi pensé à Pikachu, mais encore une fois, on ne peut pas attraper Pikachu avant la forêt de Jade. Donc la vraie question est, qu'est-ce qu'une ville aussi petite peut bien avoir en quantité? Bourg-Palette a la route 1 au nord, et sur la route 1, il y a des roucoules. Rien que des roucoules, à perte de vue. Et plus j'y pense, plus j'aime ça, parce qu'un roucoule n'est pas un soldat, c'est un pigeon voyageur. C'est tout votre réseau de communication. La contribution de Bourg-Palette à la guerre, c'est le courrier. Chaque ordre voyage sur le dos d'un roucoule. Et ce n'est pas le choix le plus créatif, mais Bourg-Palette va aussi fournir des roucous qui sont rapides, ont des serres et sont vraiment dangereux. Ils transportent des lettres et peuvent t'arracher les yeux si tu les interceptes. Et le mieux, c'est qu'il existe une infinité de roucoules. Bourg-Palette peut littéralement envoyer des palettes de roucoules. Mais malgré tout, la guerre exige 3 Pokémon. Et pour cette raison, le gouvernement de Kanto va subventionner le laboratoire du professeur Chen afin qu'il puisse exporter en grande quantité le starter le plus utile et entièrement évolué. Et je pense que le choix évident parmi les 3 est Dracofeu. Avoir un lance-flamme volant qui peut essentiellement déverser du napalm va beaucoup aider l'effort de guerre. En gros, le professeur Chen obtient un gros contrat de défense pour produire des Dracofeu pour l'armée de Kanto. Maintenant, en parlant de Dracofeu, si vous êtes comme moi, vous adorez vraiment les vieilles cartes Pokémon Vintage. J'ai d'ailleurs fait évaluer ma carte Dracofeu d'enfance il y a quelques temps. Et aussi génial que ce soit d'enfin en faire, enfin encapsuler une, tout le processus prend du temps. Il faut inspecter les cartes, les envoyer par la poste, et il faut des mois pour les récupérer. Il y a désormais une nouvelle méthode pour obtenir des cartes gradées facilement, grâce au sponsor du jour, Arena Club. Arena Club transforme toute la corvée des cartes à collectionner en un plaisir instantané. Vous pouvez ouvrir des packs numériques à partir de seulement 25 $. Mais ces packs contiennent de vraies cartes gradées,
dont certaines sont de véritables trésors. Les 2 dernières 6 fois que j'ai ouvert des packs de cartes gradées sur Arena Club, j'ai obtenu ce superbe Pikachu Dodu en PSA 10 et ce Mewtwo classique du set de base en japonais en PSA 9. Chaque pack de cartes gradées vous montre exactement ce qu'il contient et les taux de tirage avant l'achat. Ouvrons un pack de cartes gradées Pokémon Rubis. Ce Ectoplasma de Sabrina est une carte incroyable que j'ai toujours voulu enfant. Ouvrons un de ces packs pour voir ce qu'on obtient. Allez, donne-moi quelque chose de bien. Génial. On a eu un Mewtwo. C'est le Mewtwo de l'extension Rupture Turbo en version Full Art. Cette carte est incroyable. J'adore l'illustration. On dirait une PSA 9. C'est vraiment bien. Dès que tu ouvres un pack de cartes gradées, Arena Club te propose instantanément de l'argent pour ta carte selon la valeur du marché, mais je pense que je vais garder celle-ci. Ouvrir des packs de cartes gradées sur Arena Club, c'est super car tu reçois des cartes gradées sans l'étape d'inspection, d'envoi et d'attente. Profite de 20% de réduction sur ton premier achat de pack de cartes gradées ou de cartes sur arenaclub.com, PokeBunch, avec le code PROMO. Merci à Arena Club de nous sponsoriser aujourd'hui. Maintenant, revenons à notre draft Pokémon, ce qui nous amène à Jadiel, qui propose en fait de bonnes options. Il y a la forêt au nord, la route 22 à l'ouest, et coup de théâtre, l'arène de la ville appartient secrètement à Giovanni, le chef de la Team Rocket. Donc ce n'est pas un petit village tranquille. Le premier choix, et celui-ci est influencé par l'animé, c'est Dardarnian. L'épisode où Sacha se fait poursuivre par ces trucs montre à quel point ils sont vraiment dangereux. La stratégie est simple. Les bons citoyens de Jadiel vont dans la forêt et attrapent un aspicot. Des aspicots à l'infini qu'on fait évoluer en Dardarnian. C'est une question de quantité. On produit en masse, on les fait évoluer, puis on envoie un mur hurlant de Dardarnian sur l'ennemi. Pour le reste de la sélection de Jadiel, on passe directement aux favoris personnels du boss de la Team Rocket, Nidoking et Nidoqueen. Sur la route 22, les Nidoran mâles et femelles sont partout. Eux aussi pourraient être élevés jusqu'à leur évolution finale pour la machine de guerre. Ce qui veut dire que Jadiel aligne quelques tanks, sol poison et toute une flotte de Dardarnian. Argenta par contre est un peu plus difficile. Elle a une arène faite de roches, un musée rempli de choses mortes et une grotte géante juste à côté. Donc on doit faire avec ce qu'on a. Mais souviens-toi, le Major Bob a encore besoin de toi. On va commencer par le plus évident, Rakayu. C'est un caillou avec des bras, donc évidemment la ville de Pierre envoie des cailloux. Ça tombe bien car le mont Sélénite à côté en est plein, donc tu en as beaucoup. Et les Rakayu évoluent en Gravalanche puis en Grolem, qui peut s'autodétruire. Notre deuxième choix, et encore une fois, nos options sont assez limitées. Nous envoyons Nosferapti. Tout le monde déteste les Nosferapti, donc nos ennemis doivent aussi les détester. Le mont Sélénite en est infesté, mais surtout, Nosferapti est conçu pour une guerre dans l'obscurité. Il est aveugle, il se déplace grâce à l'écholocation, donc il combat dans l'obscurité totale. Il utilise ultrasons pour désorienter l'ennemi avant d'attaquer et possède vampirisme, lui permettant d'aspirer l'énergie adverse, de se soigner et d'épuiser l'ennemi sur plusieurs jours. Notre troisième choix, et c'est le projet spécial de la ville d'Argenta, est un travail d'équipe, car le mont Sélénite n'est pas seulement rempli de rochers, il est aussi rempli de fossiles. Mais le problème, c'est qu'Argenta ne peut pas les ramener à la vie. Elle n'a pas le laboratoire. Donc c'est une collaboration. Argenta extrait les fossiles et les expédie vers le sud, à l'île de Cramoisil, dont le laboratoire peut réellement ressusciter les Pokémon anciens. Et qu'est-ce qui descend de la table? Kabutops, une machine à tuer préhistorique et prédatrice avec des faux à la place des bras. Une véritable machine de guerre tranchante. Voici l'unité d'élite d'Argenta, ce qui nous amène à Azuria, la ville d'Ondine, une arène d'eau située sur une rivière avec une grande grotte étrange juste à la sortie de la ville. Et après avoir raclé les fonds de tiroir à Argenta, c'est un soulagement car Azuria offre des options à n'en plus finir. Alors, construisons la marine. Premier choix, et vous saviez que ça allait arriver, Léviator. Azuria est entourée d'eau, ce qui veut dire qu'elle est littéralement infestée de Magikarp, la créature la plus pathétique de tout l'océan. Les citoyens d'Azuria doivent élever un maximum de Magikarp pour qu'ils deviennent des Léviators. Un dragon de mer de 9 mètres, dont l'entrée dans le Pokédex indique qu'il apparaît dans les zones ravagées par la guerre et qu'il brûle tout sur son passage. Notre deuxième choix est Tartare. Parce qu'une marine qui ne peut combattre que dans l'eau devient inutile dès que l'ennemi met pied à terre. Tartare règle ce problème, il est de type eau et combat. Il nage comme une torpille, puis sort de l'eau pour commencer à distribuer des coups de poing. Voilà votre unité d'assaut amphibie. Et pour notre troisième choix, nous avons opté pour Tentacruel. Vu leur puissance dans l'anime, ils auraient une valeur inestimable en mer, pouvant couler navires et vaisseaux ennemis. Arrivé à Carmin-sur-Mer, la ville du lieutenant Surge.
Vous vous rappelez sa phrase « Les Pokémon électriques m'ont sauvé pendant la guerre ». L'équipe de Carmin-sur-Mer doit logiquement être composée uniquement de Pokémon électriques, formés directement depuis la centrale électrique avec l'arsenal électrique conservé jusqu'ici. Raichu est l'atout principal de Surge. Les Pikachu sont en réalité assez fréquents à la centrale électrique. Donc les habitants de Carmin-sur-Mer vont devoir en attraper autant qu'ils peuvent afin de les faire évoluer en Raichu. Ensuite, il y a Magnéton. 3 aimants fusionnés en une seule machine à l'esprit de ruche qui mène la guerre que vous ne voyez pas. Brouillage et communication. Ils brouillent les signes aux ennemis, grillent leur équipement et les empêchent d'appeler des renforts. Et enfin, nous allons choisir Electrode. Honnêtement, celui-ci est juste méchant et probablement un crime de guerre. Il a la forme d'une Pokéball et explose. Vous les dispersez sur le champ de bataille. L'ennemi voit ce qui ressemble à un butin gratuit, se penche pour le ramasser et ça explose. C'est un crime de guerre, mais tu sais, les règles sont faites pour être enfreintes. Bon, l'avant-ville est un peu étrange. Premièrement, il n'y a pas d'arène ici. Il y a une tour, 7 étages de tombes, rempli de fantômes de Pokémon qui sont morts. Donc, l'avant-ville sait déjà exactement ce que cette guerre coûte, et elle va s'assurer que l'ennemi le sache aussi. Le premier choix, c'est Phantominus, et il faut en envoyer beaucoup parce qu'un Phantominus est essentiellement un nuage flottant de gaz toxique qui se trouve être un fantôme. La division de guerre chimique de l'avant-ville déploie une bande de Phantominus dans les tranchées, et c'est terminé. Ensuite, ils envoient Stectoplasma. Celui-là est difficile à obtenir. Un Phantominus évolue en Spectrum, mais Spectrum ne devient Ectoplasma que par échange. Donc vous n'allez pas déployer une armée de ceux-là. Vous pourriez en avoir un. Mais si l'avant-ville peut vous fournir un seul Ectoplasma, c'est une arme majeure, car un Ectoplasma ne vous affronte pas à distance. Il se cache dans votre propre ombre. Et au moment où vous vous en rendez compte, il est déjà trop tard. C'est de la guerre psychologique pure. Et enfin, nous allons faire preuve d'ingéniosité. Nous avons Machopper. La grotte sombre est proche. Et Machopper, l'un des rares Pokémon à forme humaine, peut non seulement donner des coups puissants, mais aussi manier une arme conçue pour un humain. Machopper servira d'infanterie supplémentaire. L'avant-ville pratique la guerre psychologique. Azuria soutient la marine. Je veux que Céladopole fasse ce qu'elle seule peut faire, car c'est le seul endroit où obtenir un Evoli. Sans oublier que le grand magasin de Céladopole est le seul endroit de tout Kanto où l'on vend toutes les pierres d'évolution sur la même étagère. Donc Céladopole peut prendre un simple Evoli ordinaire et en faire ce dont la guerre a besoin. C'est la division évolution d'Evoli et elle se décline en 3 versions. Besoin d'attaquer une côte? Aquali. Besoin de vitesse et de foudre? Voltali. Besoin d'un lance-flamme pour brûler un bunker? Pyroli. Peu importe ce qui manque au front cette semaine, Céladopole propose une solution. Placer un Evoli dans une caisse, ajouter la bonne pierre d'évolution, puis l'envoyer au combat. Parmanie est en fait plutôt bien équipée parce qu'elle est 2 choses à la fois. C'est l'arène de poison de Koga, et c'est aussi le parc Safari, le seul endroit à Kanto rempli de Pokémon que tu ne peux trouver nulle part ailleurs. D'abord, il y a Grotadmorph. Toute la spécialité de Koga, c'est le poison. Et Grotadmorph, c'est le poison poussé à son extrême le plus terrifiant. C'est un tas vivant de bouts toxiques, et tout ce qu'il touche meurt. Je doute que la Convention de Genève s'applique dans le monde des Pokémon, donc on envoie Grotadmorph dans chaque ville ennemie. On assumera nos crimes de guerre plus tard. Mais la guerre chimique n'est pas la seule option. Un sécateur va sur la ligne de front. Une menthe religieuse de la taille d'une personne, avec des lames à la place des bras, qui se déplace plus vite que l'œil ne peut suivre. Et troisièmement, celle qui maintient toute l'armée en vie, le Vénard. Heureusement, la zone safari en est remplie. Chaque escouade sur le champ de bataille a besoin d'un Levénard derrière la ligne pour soigner les blessés. Ce qui signifie que l'ordre le plus important de toute la guerre de Kanto est de protéger le Levénard à tout prix. Avec les contributions de Parmanie à l'effort de guerre terminé, il ne reste plus que 2 villes, et l'une d'elles est Safrania. La plus grande, la plus développée de Kanto, c'est la capitale. 2 arènes, une méga-corporation et le Pokémon le plus intelligent de la région. Donc Safrania n'envoie pas de simples sbires, Safrania dirige la guerre. D'abord, Alakazam, le Pokémon vedette de Sabrina. Et ce que tu dois comprendre à propos d'Alakazam, c'est qu'il est terriblement intelligent. Son entrée dans le Pokédex affirme qu'il a un QI de 5000, il se souvient de tout ce qui lui est arrivé, et il déplace des objets par la pensée. Donc, Alakazam ne se tient pas en première ligne. C'est votre division du renseignement. Il prédit où l'ennemi va se trouver avant même qu'il ait décidé d'y aller. Il coordonne en temps réel les unités de toutes les autres villes et il n'est jamais pris au dépourvu. Chaque escouade sur cette liste reçoit des ordres d'un Alakazam de Safrania, qu'il le sache ou non. Ensuite, on arrive à Monsieur Mime,
Je sais que ça semble ridicule, mais son truc c'est de créer des murs invisibles à partir de rien. Bouclier, mur lumière, protection, de vrais murs physiques solides, faits de pure pensée. Donc l'ennemi tire tout ce qu'il a sur ta première ligne et ça s'arrête juste en plein vol. Et troisièmement, et là c'est un peu inattendu, nous avons Porygon. Alors, techniquement, tu achètes un Porygon au casino de Céladopole, mais Porygon n'a été attrapé nulle part. Parce que Porygon a été construit, c'est le seul Pokémon créé par l'homme à Kanto, une créature faite entièrement de code. Et le rapport sur sa création se trouve dans un dossier rangé dans une armoire à la Sylph SARL, ici même à Safrania. C'est la démonstration technologique de Safrania, terrifiante de façon moderne. Porygon peut traverser les systèmes électroniques. Il entre dans les ordinateurs ennemis et les démonte de l'intérieur. Il corrompt leurs données, détourne leur communication et retourne leur propre machine contre eux. Plus j'y pense, plus je me dis que s'il y avait vraiment eu une guerre dans la région de Kanto, je serais prêt à parier que ce n'est pas vraiment les Pokémon électriques qui l'ont gagné. L'intelligence et l'ingéniosité de Safrania ont fait la différence. Et enfin, on arrive à l'île de Cramoisil, le volcan tout en bas de la carte, une arène de type feu, un manoir brûlé et un laboratoire qui, pendant toute cette vidéo, ramène tranquillement à la vie des Pokémon disparus. Vous vous souvenez des fossiles d'Argenta? C'est ici qu'ils se réveillent. Maintenant, si vous regardez les véritables guerres humaines, il y a deux animaux que nous avons emmenés sur le champ de bataille pendant des milliers d'années, les chevaux et les chiens. Donc Cramoisil aligne les versions feu des deux, le premier est Galopa. La cavalerie gagne des batailles depuis avant l'histoire écrite. Et Galopa, c'est la cavalerie poussée à 100. Un cheval qui galope à 240 km, à l'heure entièrement entouré de flammes. Ensuite, nous avons Caninos, le chien de guerre. Les humains emmènent des chiens à la guerre depuis toujours. Éclaireur, votre sentinelle, messager, ce compagnon loyal qui garde le camp et ne s'enfuit pas. Et c'est toute la personnalité de Caninos. Son Pokédex dit qu'il est courageux et loyal, et qu'il ne quittera jamais son poste. Et notre dernier choix de la journée est Loclas. Un Pokémon eau glace sur l'île du Feu, ça semble étrange, mais écoute-moi bien. Cramoisil est une île, donc tout doit arriver par la mer. Et dans Let's Go Evoli, tu peux trouver Loclas nageant à l'état sauvage, précisément dans ces eaux du sud. Loclas sert de navire de troupe, transportant toute la division du feu à travers l'océan jusqu'à la plage. Et une fois qu'il est à terre, il sert aussi d'artillerie de glace, gelant toute la côte. Et avec nos choix pour Cramoisil terminés, cela conclut notre draft de guerre Pokémon de Kanto. Dites-moi dans les commentaires quelle ville, selon vous, a le plus contribué à l'effort de guerre. Merci encore à Arena Club d'avoir sponsorisé cette vidéo. Assurez-vous d'obtenir 20% de réduction sur votre premier pack de cartes gradées ou votre première carte en allant sur arenaclub.com, arenaclub.com, PokeBunch et en utilisant le code PokeBunch.